Allez, c'est parti. On attaque cette présentation. Alors, quel est l'objectif de cet échange? Et on va essayer de le vivre plutôt comme un échange. Euh, il va être de... Je vais juste enlever quelque chose qui m'agace sur mon écran. Voilà. Hop, pardon. Tac, voilà, je suis à vous. Donc, le but du jeu de ce rendez-vous, c'est de vous faire comprendre ce qu'est un référent Covid, pourquoi, pour qui et comment avoir des référents Covid dans vos structures, sur vos événements. Je vais effectivement vous apporter quelques éléments, mais l'objectif étant de vous faire prendre conscience de la nécessité d'avoir un référent sanitaire euh, et surtout de vous donner un cadre en vous disant, voilà, à peu près ce que vous devez retenir et surtout ce que vous devez faire. Il est évident que, comme vous devez le savoir, on a en septembre mis en avant euh, une formation de référent sanitaire pour le monde de l'événementiel et du sport. Ce sont deux formations qui sont quasi identiques, mais qui vous apporteront beaucoup plus d'informations. C'est 7 heures de vidéo et c'est un échange effectivement avec nous en live, en visio, pendant presque des fois 1 heure et demie ou 2 heures pour vraiment répondre quasiment individuellement à vos questions, ce qu'on ne pourra pas faire là effectivement en 1 heure. Donc on va essayer en 1 heure de vous présenter ce que c'est qu'un référent Covid, euh, et puis toutes les choses qui gravitent autour de ça, parce que effectivement, il n'y a pas que le Covid dans la vie, et en sécurité, euh, on doit comme au moment des attentats où eh bien, tout était focalisé sur la sûreté. Aujourd'hui, tout est focalisé sur le Covid, et effectivement, ce n'est pas la bonne façon de traiter les choses. Et donc, c'est d'avoir aussi cette perspective d'analyse de risque qui est importante dans votre démarche. Je commence, donc n'hésitez pas à interagir sur le chat. On essaiera on va vous répondre à la fin. On se garde un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Et, et avant ça, on attaque. D'abord, pour qui le référent Covid? Alors, il est évident que c'est pour toutes les entreprises. Chaque entreprise doit avoir un référent sanitaire au sein de sa société, de sa structure. Le référent Covid était à l'origine né du bâtiment. Le BTP qui ont été les premiers à reprendre en mars 2020 ont été les premiers. Ils se sont arrêtés une dizaine de jours. Et ensuite, les chantiers ont repris, et le BTP a une pratique de prévention des risques au travail qui est très, très forte. Et donc, de ce fait, eux, ils avaient l'habitude d'avoir ces protocoles de prévention. Et donc, ce référent Covid, cet animateur, est né du BTP, et on va dire imposé, demandé très fortement par les services publics. Obligation, pas obligation? Alors, non, ce n'est pas au terme réglementaire une obligation d'avoir un référent Covid, c'est une préconisation très forte des pouvoirs publics d'avoir un référent sanitaire. Le référent Covid est vraiment l'interlocuteur des pouvoirs publics, mais aussi l'interlocuteur pour, vos, pour votre personnel. Ça, c'était principalement la base. Mais notre métier fait que nous nous adressons à d'autres personnes que du personnel, on s'adresse à du public. Et donc là, le référent Covid dans le sport, la culture, le spectacle et les salons et tous les événements professionnels, le cinéma, hein, je l'englobe dans la culture, le cinéma, la télé et les salons, les séminaires, tout ça font appel à des prestataires, des personnels, mais aussi à du public. Et donc là, le référent Covid a vraiment une mesure supplémentaire.
pour qui doit être référent sanitaire, référent Covid dans une entreprise ou dans une structure ou en tant qu'organisateur? Eh bien, aujourd'hui, rien ne légifère sur la question, rien ne dit qui doit être référent Covid. Ça peut être n'importe quel employé ou n'importe quelle personne au sein de la structure qui peut être aujourd'hui référent sanitaire. Alors, effectivement, on a plutôt tendance à dire, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'une personne en charge déjà de la partie sécurité ou prévention au travail est plutôt à même de faire cette fonction, mais n'importe qui aujourd'hui peut prendre cette fonction. Par contre, n'importe qui ne veut pas dire, n'importe comment et donc pour ça, à partir de là, il faut se former ou s'informer. Pas de formation obligatoire pour être référent sanitaire, mais bah, c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend et qui doit, se maîtriser. Donc, en général, un régisseur dans nos métiers, le stadium manager, le venue manager, le régisseur, le directeur technique, le directeur logistique. Voilà, on a tout un écosystème de personnes qui peuvent devenir référents Covid. Et puis, on va se donner plusieurs niveaux de référents Covid. On va avoir, parce que c'est très vaste, vous le verrez à la fin, il y a une définition du référent Covid. Le référent Covid est un animateur, est un coordinateur et un animateur. Mais dans nos structures, heu, souvent petites, eh bien, il faut d'abord, avant de faire appliquer des mesures, il faut les créer, ces mesures. Et donc, le référent Covid a un autre niveau, le niveau de mise en place de ces protocoles. Et donc là, il faut quand même une connaissance supplémentaire. Donc là aussi, de notre côté chez Stadium, on a mis en place, on avait mis en place le premier niveau qui est très complet de cette formation de référent Covid, qui du coup permet de faire un protocole, mais aussi de coordonner et animer l'ensemble des mesures sur le terrain. Et puis on va, dans les prochains jours, créer deux autres niveaux de formation de manière à ce que une fois que les mesures sont faites, un étudiant, un régisseur ou toute personne de votre staff ou de votre équipe peut devenir référent sanitaire pour pouvoir animer les mesures. C'est-à-dire les mesures ont été mises en place, vous les avez créées et ensuite on peut les animer sur un festival ou sur un événement ou sur un match. Et puis d'autres qui sont des informations plus pour le personnel parce que vous verrez que un des objectifs de toutes ces mesures, c'est de l'information de votre personnel. Le cadre juridique et réglementaire, le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Eh bien, pourquoi? Parce qu'on s'adresse dans l'événementiel, on a trois types de publics, trois types de personnes dans son environnement. On a d'abord le public, avec ses obligations propres et ses codes et sa réglementation. On a le personnel, l'ensemble du personnel que votre structure embauche en direct. Et ensuite, on a eh bien, tous ceux qui gravitent autour de votre structure, que sont les prestataires. Vos prestataires qui, eux, sont régis par des règles avec leur personnel, mais qui doivent aussi appliquer des règles face au public et des règles avec vous. Alors, pourquoi le cadre juridique? Ça veut dire que le public va être confronté à certaines réglementations, mais le personnel et les prestataires vont être assignés à d'autres réglementations et parfois vous aurez un croisement. Le personnel est par exemple assigné au code du travail. Le code du travail est relativement est très protecteur. Il est protecteur pour les employés, le personnel. C'est l'objectif du code du travail, de bien harmoniser tout ça, mais il est assez contraignant lorsqu'on passe du côté employeur. Et puis, vous avez deux autres textes principaux qui vont plutôt régir le côté public, mais effectivement, le personnel y est contraint et les prestataires y sont contraints à un moment donné, que sont le Code de la construction et de l'habitation et qui rejoint et qui est collé, on va dire le règlement de sécurité, qui est collé au Code de la construction et de l'habitation, qui lui va régir d'autres aspects qui sont de l'incendie, des règlements de sécurité incendie principalement.
Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire: «Non, mais le référent Covid, OK, mais ça n'a rien à voir». C'est quelque chose qui ne dépend de rien d'autre que, les problématiques de, je me lave les mains, je me mets à 2 mètres de distance et je porte un masque. Eh bien non, car toutes les mesures que vous allez prendre sont en lien avec l'ensemble de ces codes. Effectivement, le code du travail régit la prévention des risques au travail. Vous faites appel, vous avez du personnel, vous devez donc être en mesure de gérer cette problématique de prévention des risques au travail. Et puis, le code de la construction et de l'habitation ou le règlement de sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les mesures que vous allez mettre en place, eh bien, peuvent être en contradiction avec l'ensemble des règlements existants. Je prends un exemple très concret pour que vous compreniez. Aujourd'hui, en mode Covid, vous allez, être, on vous demande de laisser les portes ouvertes. Et donc, pour laisser des portes ouvertes dans certains espaces, dans certains de vos ERP, des établissements recevant du public, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, eh bien, vous allez caler les portes. Sauf que ces portes sont des portes coupe-feu. Et donc, vous contrevenez au règlement de sécurité qui a été mis en place, et donc vous pouvez être amené à avoir des problématiques en cas d'incident. Donc pour ça, il y a des solutions, il y a des mesures compensatoires, il y a tout un tas de choses à faire, mais il faut toujours penser euh, de vos mesures dans un ensemble. C'est pour ça que lors de cette formation, on vous a fait un rappel, on a fait un rappel sur qu'est-ce que le code de la construction et de l'habitation, quelles sont les mesures en matière de sécurité incendie, quelles sont les mesures en matière de code du travail et les responsabilités, et quels sont les autres règlements. Pourquoi? Parce que voilà les autres réglementations en vigueur dans l'événementiel, et chaque réglementation a un impact sur votre Covid, sur vos mesures Covid. Effectivement, l'utilisation de la voie publique, de barrières, de signalétique, de distanciation, de choses que vous allez faire et que vous allez mettre en place sur la voie publique, c'est une réglementation particulière. C'est la réglementation propre à votre secteur, à votre municipalité. La présence de bénévoles, le droit, les assurances, etc. La RGPD, effectivement, pendant un moment, lorsqu'on demandait au restaurant de saisir sur un carnet le nom des personnes qui venaient, vous êtes soumis au RGPD. Le RGPD n'est pas que de l'informatique. La modification de vos CGV, de vos CGU, le règlement intérieur, vous imposez un certain nombre de choses, par exemple le port du masque à l'intérieur de votre établissement. Tout ça, ce sont des réglementations que vous devez modifier. Les assurances, l'hygiène, etc., etc. Vous en avez un certain nombre euh, que vos mesures Covid que vous allez prendre impactent. Voilà. Donc, toutes ces réglementations sont également possibles et vous pouvez aller plus loin dans ces recherches. Avant de comprendre et analyser les textes, vous allez voir un petit peu la problématique. Juste comprendre deux choses. L'obligation de moyens et l'obligation de résultat qui est parfois mal compris et qui a un vrai impact. Vous avez dans le code du travail, tout ce qui se rapporte au personnel, une obligation de résultat. Alors même si aujourd'hui les jurisprudences parlent plutôt d'obligation de moyens renforcés, mais pour votre bonne compréhension, on va parler d'obligation de moyens, de résultats pour le code du travail, et on parle d'obligation de moyens pour le grand public. Cette notion-là, elle est vraiment très, très importante. Pourquoi? Parce que votre obligation de moyens pour votre personnel doit venir travailler, doit entrer chez vous et doit surtout en ressortir de la même façon, dans le même état auquel il est rentré. C'est-à-dire que je rentre à l'intérieur de mon établissement, je ne dois pas ressortir avec le Covid. Je rentre pour aller dans un établissement pour aller travailler ou sur un événement pour aller travailler, je ne dois pas en ressortir avec une entorse de cheville. Ça veut dire que l'employeur doit être et donc responsable et doit mettre tous les moyens
mais aussi vérifier que tous les moyens sont mis en place et vérifier que les personnels appliquent bien les consignes et les moyens. À la différence du public, et ça pour vous imager, la chose, c'est que lorsque vous donnez une paire de pompes, de sécurité ou une paire de gants à quelqu'un, à un de vos employés qui fait des travaux, qui peuvent impacter, qui peuvent l'impacter, physiquement, eh bien, vous devez vous assurer qu'il porte bien les chaussures et que s'il ne les porte pas, vous ne devez pas vous contenter. Alors, bien évidemment, on est intelligent et dans les premières remarques, on va les faire plutôt oralement, heu, mais que s'il persiste et signe et que vous ne voulez pas prendre la responsabilité de ça, eh bien, effectivement, il va falloir aller plus loin et l'écrire. Parce que si vous pouvez lui dire 200 fois, si vous n'avez aucune preuve devant le tribunal que vous lui avez dit 200 fois, eh bien, effectivement, à un moment donné, c'est vous qui serez coupable de ne pas avoir fait de prévention et pas avoir mis tous les moyens à leur disposition et surtout de ne pas avoir eu de résultat au final parce qu'il se sera blessé. À la différence du grand public, où pour le grand public, eh bien, vous avez une obligation, une simple obligation, mais une obligation de moyens. Et donc là, vous devez mettre en place les moyens à disposition. Mais s'il arrive quelque chose, effectivement, lorsque vous accueillez, comme on a pu le faire, 40 000 personnes, on ne peut pas mettre un agent de sécurité ou une personne derrière chaque personne pour vérifier que telle ou telle personne porte bien son masque ou met bien du gel sur ses mains. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une signalétique désormais, je vous le rappelle, à 2 mètres. Bon, ça changera encore dans quelques semaines ou quelques mois, mais en tout cas, une signalétique à 2 mètres, des portiques de gel à disposition, du produit à savon dans les WC, dans les toilettes, et puis des agents qui font régulièrement des rondes pour rappeler les consignes aux gens avec une signalétique adaptée. Ça, c'est l'obligation de moyens. Si quelqu'un attrape le Covid au sein de l'établissement et que vous avez mis tous les moyens en place pour le faire, eh bien, là, juridiquement, vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, pour le Code du travail, vous avez réellement une obligation de résultat. Comprendre et analyser les textes et les recommandations et les guides existants dans le cadre sanitaire, eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Euh, le, la première instance, c'est le haut comité, le haut conseil de la santé publique qui donne un avis au ministère de la santé, euh, qui ensuite en discute avec évidemment les deux autres ministères qui sont le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail pour en établir un décret d'application. Seul ce décret d'application est valable juridiquement. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez avoir d'autres ministères, entre autres le ministère du Sport, celui de la Culture, qui font des recommandations, des préconisations et qui ont sorti des guides. De ces guides, et le titre, j'insiste sur le fait que ce sont des guides, ces guides sont des préconisations, c'est-à-dire qu'ils découlent du décret d'application, des différents décrets d'application qui peuvent se faire, qui sont des règles générales, et ils vous font des préconisations. Et de ces préconisations, l'espace public, les espaces privés, les espaces publics, les ERP, les lieux de travail, les fédérations. J'ai eu une discussion récemment avec une ligue sur ce sujet où il me disait oui, non, mais mon guide, il est valable juridiquement. Oui, il est valable juridiquement, votre guide est bien valable juridiquement entre votre ligue et ceux qui en dépendent. Mais c'est-à-dire que si un club ne respecte pas les recommandations faites par votre guide, oui, effectivement, vous pouvez lui mettre une sanction. Mais pénalement, ce guide n'a aucune valeur juridique. Donc, si demain, ce club se retrouve au tribunal, au tribunal citoyen, pas au tribunal de la Ligue, eh bien, seul fera office de référence, soit les codes existants, donc le code du travail, le code de la sécurité et les différents codes
euh, existant, soit eh bien, le décret d'application qui a été sorti ou l'arrêté municipal ou préfectoral, sachant que vous voyez dans les médias que les arrêtés municipaux ont souvent peu de valeur et sont souvent retoqués au niveau du tribunal administratif. Donc, prenez bien votre référence sur les décrets d'application qui sont en place et vous pouvez prendre des idées sur les différents guides des ministères ou des fédérations. Mais attention aux guides, ça vous donne des pistes, ça ne vous donne pas une Bible. Hein. Faites vraiment attention à ça, mais effectivement, ils sont bien faits. Sauf que les guides des ministères, alors on attend impatiemment celui de la culture qui date de l'été dernier. Donc, on va voir les différents travaux qui vont être faits et ce que ce guide va sortir. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on se réfère à des guides qui sont des guides de l'été dernier, d'il y a un an. Donc, attention à bien faire ça, même si on a des choses qui sont assez généralistes. Donc, vous voyez un petit peu l'architecture de cette jungle administrative. Partez du principe qu'on a ça. Donc, là aussi, dans la formation, on vous donne accès à aussi un tableau. On a fait tout un travail en reprenant l'ensemble des guides, en essayant de trouver l'ensemble des guides. Il y a des fédérations, il y a des syndicats professionnels qui ont fait des guides qui sont très intéressants et très complémentaires. Et donc, vous pouvez avoir accès à cela. Et puis, vous avez vos demandes d'autorisation. Je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser. Les demandes d'autorisation spécifiques à la crise sanitaire hein, et votre dossier manifestation. Attention, vous devez désormais faire une demande. Alors là aussi, toujours vous rapporter au nouveau décret d'application. Bon, aujourd'hui, on peut strictement rien faire, sauf les événements professionnels. Séminaires sont toujours d'actualité. Alors peut-être plus ce soir, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est les événements professionnels, vous pouvez toujours les faire. Par contre, tous les autres sont forcément arrêtés. Et vous devez faire sur vos événements en fonction. Alors là aussi, renseignez-vous au moment de la reprise vers qui vous tournez et comment vous tournez. En général, vous vous tournez vers votre préfecture qui est votre point d'entrée pour savoir si pour votre événement, alors ce qui est clair, c'est plus de 1500 personnes, vous devrez faire un dossier de manifestation. Mais aujourd'hui, par exemple, la préfecture des Hauts-de-Seine impose à avoir un dossier où c'est un dossier de manifestation où dedans, vous exposez les mesures que vous allez prendre et l'ensemble des dispositions auxquelles vous comptez, pour lesquelles vous comptez mettre en place. Et puis, dans ce dossier manifestation, eh bien, vous désignez pour votre structure un référent sanitaire et vous vous assurez la présence d'un référent sanitaire chez vos prestataires également. Je vous rappelle que le référent sanitaire, le référent Covid, c'est par structure, par société. Hein. C'est d'abord un élément qui est lié à votre personnel. Donc, un freelance qui est tout seul dans sa boîte, il est lui-même référent sanitaire, il est tranquille. Par contre, dès que vous embauchez quelqu'un, vous devez avoir un référent sanitaire au sein de votre structure. Et puis, les autres fiches ou déclarations d'occupation du domaine public et les mesures que vous comptez mettre en place. Ça, c'est vos demandes d'autorisation spécifiques. Renseignez-vous. Donc, votre premier point d'entrée, c'est votre mairie, toujours. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Ensuite, pour un événement effectivement plus important, c'est votre préfecture et vous avez souvent une personne en conseil. Comment mettre en place les mesures et réaliser les procédures adaptées pour votre site ou votre événement? C'est l'analyse de risque et là aussi, bon, c'est beaucoup trop long et, pour pouvoir vous exposer l'analyse de risque, mais c'est vraiment avoir une analyse de risque globale et vous faire votre propre idée sur comment je réponds à, à la sécurité en mode Covid, à la sécurité, comment j'y réponds. Est-ce que je fais il faut le faire pour faire les choses en connaissance de cause. Et ensuite se dire,
À partir du moment où on les a sur les yeux, sous les yeux, on se dit, bah, oui, effectivement, là, je peux le faire, ou non, financièrement, c'est trop lourd et donc, du coup, je ne peux pas le faire. Soit je ne fais pas mon événement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Alors, c'est une analyse de risque et une analyse financière, mais les festivals se disent, en fonction des règles qu'on nous impose, eh bien, je ne peux pas, par mon analyse de risque et par le fait de toutes les mesures que je dois mettre en place, c'est de se faire une idée et se dire, je vais faire cet événement ou je ne le fais pas. Et en même temps, c'est de le faire dans les meilleures conditions et se dire, bah, si je fais mon événement, peut-être que je vais être amené à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas réglementaires ou qui sont à la limite ou qui ne sont pas, mais parce que j'estime que le risque n'est pas assez grand pour pouvoir le, le- le faire. Donc, je prends mes propres décisions, mais pour prendre ses propres décisions, il faut faire ça. Et c'est souvent le cas, par exemple, d'une direction qui ne fait pas cette analyse de risque et qui va se baser sur son, son sentiment personnel. Mais on ne peut pas se baser sur un sentiment personnel tant qu'on n'a pas fait une analyse de risque globale. Et ça serait une erreur. Donc ça, là aussi, le management du risque, euh, c'est presque une heure, et donc je ne peux pas trop m'étaler. L'évaluation du risque liée au Covid, hein, c'est des préconisations du gouvernement, les effectifs, la jauge en présence, les interactions, les lieux ERP, leur aménagement. Effectivement, un lieu par rapport à un autre est totalement différent, donc il faut réellement faire une analyse de risque par rapport à ça. Votre environnement de travail, la nature de vos activités. La nature des activités, aujourd'hui, on en parle. Hein. Est-ce que je fais un spectacle debout ou un spectacle assis? Effectivement, les spectacles debout ont tendance à être plus contaminants que le spectacle assis. Des protocoles de services de santé, d'une nouvelle organisation de travail. Vous allez voir qu'effectivement, on doit réfléchir à l'organisation du travail pour pouvoir éventuellement pouvoir refaire un événement et vos retours d'expérience. Les mesures justement, les mesures de prévention, elles sont techniques, humaines et organisationnelles. Matériel, technique, hein, c'est du matériel. Là, l'exemple, ce sont les masques. Bien adapter les masques à la mission de la personne. On va préférer mettre un masque FFP2 à une personne qui est à l'accueil et puis une visière à une personne qui est à l'accueil, qui va être en contact permanent avec des personnes, plutôt qu'un masque chirurgical. Ça, c'est un titre d'exemple. Les mesures humaines, c'est là où c'est très, très important, au moins pour le code du travail, parce que juridiquement, vous êtes responsable et vous devez donner une information permanente ou quasi permanente. C'est-à-dire que tous les matins ou à chaque changement de staff, vous devez refaire une information. Ça prend du temps, mais vous devez absolument réinculquer les choses avec des petites nouveautés, mais redonner sur chaque type de mission vraiment les mesures prises en place et les protocoles, aussi les protocoles en cas de contact, cas contact, et puis en cas de symptômes. Et ça, c'est lié à un article du Code du travail qui impose aux employeurs de faire de la formation et de l'information pour le personnel, ce qui est rarement fait. Mais là aussi, vous pourrez être amené à être responsable en cas et donc de vous voir requalifier l'accident de travail de votre personnel en faute grave et inexcusable de l'employeur. Et donc avoir toutes les responsabilités sur ce sujet-là. Et l'organisation du travail, eh bien effectivement, il faut réorganiser. Alors, on les réorganise, vous allez voir tout à l'heure, par exemple, en modifiant la mise en scène pour la culture, par exemple, on doit modifier la mise en scène. Pour le sport, on doit modifier certaines pratiques d'entrée des joueurs, là où on avait avant, moi j'ai souvenir de ça, d'avoir plein de partenaires à la sortie du tunnel des joueurs, parce que tout ça c'est fini. Donc voilà, vous devez toute une mise en scène, la mise en scène d'un orchestre sur une scène, eh bien, il doit y avoir des distanciations. Les instruments à vent sont interdits, etc., etc. Donc tout ça, c'est les mesures organisationnelles. Vous devez réorganiser votre travail
de manière à éviter les contacts rapprochés, par exemple. Eh bien, l'impact sur l'organisation, c'est de réfléchir au contenu artistique. Effectivement, vous devez avoir certaines choses. On doit réfléchir à la scénographie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le référent sanitaire ou le référent Covid doit être impliqué dès la création d'un événement. Parce que eh bien, certaines choses doivent être modifiées. Et si vous intervenez à la fin, alors déjà, votre équipe, elle va pas être sympa parce qu'elle aura bossé sur un événement, puis vous allez lui dire, bah non, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, et ça, c'est pas possible. Donc, par contre, si vous intervenez comme moi, j'ai pu le faire sur un événement, lorsque vous intervenez sur un événement en amont, eh bien, on fixe des cadres et on se dit, par l'analyse de risque et par la possibilité de le faire avec les règles en vigueur, eh bien, ça, on peut le faire et donc on monte son événement en fonction des règles sanitaires. Le choix des lieux et des espaces, c'est effectivement très important parce que lorsque vous faites un événement, aujourd'hui, on a la règle de distanciation et je l'espère bientôt, la règle des pourcentages par rapport à la jauge de votre site. Mais effectivement, si on a la règle du 1 sur 2, eh bien, ne prenez pas, si vous avez 500 personnes, il faut prendre une salle, il faut changer sa salle et prendre une salle au moins 2000 places pour pouvoir respecter aujourd'hui les contraintes sanitaires. D'équiper le personnel effectivement, et le public. Hein. Nous, on a ces deux côtés, à la différence d'une entreprise qui n'aura que le personnel. Nous, on a équipé le personnel et le public, dématérialisé certaines pratiques. C'est le cas de la billetterie. Aujourd'hui, on est sur du sans contact. Il faut repenser. Alors, je suis très content parce que au moins le cashless, au moins dans les stades, le cashless aujourd'hui va se démocratiser. Tout le monde hésitait un petit peu pour dire bon, bah, mon public n'est pas prêt au cashless. Eh bien, aujourd'hui, ils sont prêts et vous pouvez actionner le cashless parce que ça accélérera vos ventes, ça augmentera vos ventes. Ça, c'est la petite aparté. Et en même temps, de toute façon, c'est dans les règles et c'est dans les règles sanitaires. La gestion des flux, extrêmement important, la gestion des flux, parce qu'effectivement, on peut mettre toutes les mesures, mais si on fait arriver tout le monde au même moment, votre gestion des flux, tous vos principes sont mauvais. Donc aujourd'hui, il faut arriver à faire échelonner. Et toutes les pratiques que vous allez pouvoir mettre en place sur vos sites ou sur vos événements sont autant de choses qui pourront peut-être se pérenniser par la suite parce qu'on a ces problématiques de gestion de flux en arrivant sur un événement qui peuvent être très intéressants pour la suite pour pouvoir échelonner. Le vestiaire, le sanitaire, ne pas s'empêcher d'avoir un vestiaire. C'est juste qu'effectivement, on a des contraintes, il y a des solutions très pratiques, il y a des solutions qui existent et ne vous contraignez pas à faire certaines pratiques parce que derrière, c'est aussi toutes les valeurs du parcours client et de l'expérience spectateur. C'est que oui, effectivement, dans les prochaines semaines ou prochains mois, quand on va repartir, vous aurez du monde dans vos événements et vous aurez du monde sur vos sites. Mais à force de mettre des contraintes et de supprimer certaines choses, on supprime les buvettes, on supprime les points de resto, on supprime les vestiaires, etc. C'est des contraintes qui auront un impact sur votre expérience de spectateur. Et là, bah, au bout d'un moment, après l'euphorie de la réouverture, vous aurez des gens qui diront « je ne viendrai pas parce que j'ai trop de contraintes ». Et ça, c'est garanti, vous pourrez vous en assurer parce que ça a été la même chose pour la sûreté. Un petit peu différente parce que les gens là avaient peur. Là aujourd'hui, on n'a pas forcément, on a des gens qui ont peur, mais c'est pas la même notion que lors des attentats. Là, on aura plutôt des gens qui vont se lasser des obligations qu'on va leur mettre en place. Et donc, un peu comme pour la sécurité ou la sûreté, c'est qu'aujourd'hui, vos contraintes sanitaires, vous ne devez pas les poser sur votre événement, vous devez les intégrer à votre événement. Et que votre parcours client, votre parcours spectateur, et que pensez à vos spectateurs que ça doit être fluide et le plus fluide possible dans ce parcours spectateur. Ils savent qu'ils auront des contraintes, mais moins elles seront visibles, moins elles seront contraignantes, plus vous garderez au fur et à mesure votre public. C'est extrêmement important et je peux vous garantir que c'est ce qui se passera si on continue d'avoir des contraintes qui sont posées sur un événement et que dans 6 mois,
tout le monde va pleurer parce que et la prochaine fois, ça sera pas, tout le monde est là à dire: «Non, mais on veut rouvrir, on va mettre toutes les contraintes du monde». Oui, 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 tu vas mettre toutes les contraintes du monde pour pouvoir réouvrir et dans 2 mois après la réouverture, tu vas nous dire: «Ah, non, mais il faut alléger les contraintes, on n'a plus personne dans nos salles». Donc voilà, réfléchissez intelligemment, pour pouvoir intégrer, l'ensemble de ces contraintes dans votre parcours client. C'est pas simple, mais il y a des choses qui peuvent se faire, très facilement. N'investissez pas et un des points, n'investissez pas, heu, forcément d'une manière excessive. Attendez de voir. Investissez dans ce qui vous dans des mesures simples qui vont vous permettre de réouvrir. N'investissez pas, ne refaites pas votre salle ou votre stade, attendez de voir. Oui, les contraintes sanitaires existeront toujours. Oui, mais peut-être pas au même niveau et donc je mon conseil, moi, c'est plutôt en termes d'exploitation. Je dirais, testez, mais prenez les devants parce que peut-être qu'effectivement en septembre, eh bien, ça sera nécessaire d'investir dans certaines choses, mais là, on est trop dans le flou pour pouvoir se dire, on va, heu, on va mettre des centaines de milliers d'euros dans des installations. Et on en vient, au rôle et au positionnement du référent sanitaire. Je vous disais, donc je vous donnerai le PowerPoint et le document, il est le coordinateur et l'animateur. Il n'a pas de rôle, juridiquement parlant, il n'a pas de rôle. Vous pouvez être référent covid dans votre entreprise sans avoir la responsabilité juridique. La responsabilité juridique, sur ce niveau-là, porte toujours sur le chef d'entreprise, toujours. Vous avez par contre une mission de coordinateur et d'animateur. Vous animez vos prestataires, vous animez votre personnel, vous animez toutes les mesures qui sont prises pour le public. Et puis, un certain nombre donc de missions. Et c'est pour ça que nous avons deux niveaux de référent Covid. On a celui qui va être le niveau plus parce que il doit mettre en place, il doit vraiment avoir une réflexion sur quoi faire dans son, dans son événement, quoi mettre comme protocole, faire les dossiers manifestations, etc., analyser le risque. Et puis, il y a le référent Covid qui est le simple coordinateur et animateur, hein, c'est ce qu'on demande à toutes les entreprises, et lui qui va être là pour simplement s'assurer que les mesures soient faites et les mettre en place au demeurant. Et donc, il s'assure de la conformité, il maintient à jour l'ensemble des procédures, il se met en relation avec les autres référents, sanitaires, hein, l'organisateur, le lieu et cetera. Chacun doit avoir un interlocuteur bien défini. C'est l'objectif, hein, du référent sanitaire, c'est bien d'avoir quelqu'un d'identifié dans chaque structure pour pas s'adresser, au directeur de la structure pour, des problématiques qui sont plutôt des problématiques opérationnelles. Vous devez définir les moyens de prévention adaptés aux risques, formaliser le plan de prévention. On n'en a pas parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Attention, plan de prévention, document unique d'évaluation des risques. Document unique, je l'ai vu dans un document d'une ligue. euh, je ne la citerai pas, mais le document unique n'est pas optionnel. Le document unique est une obligation réglementaire au sein d'une entreprise. Il a 1 500 € d'amende pour le premier et 3 000 € d'amende pour le second, mais vous verrez qu'à la fin, ne vous fiez pas au… effectivement, faire un document unique par un IPRP, ça coûte certainement plus cher. Mais les conséquences, ce n'est pas l'amende. Les conséquences, c'est en cas d'incident au sein de votre entreprise, c'est la requalification de la faute grave et inexcusable de l'employeur. Et donc, de votre responsabilité en, en matière d'employeur. Et donc, les plans de prévention également à faire, hein, plus de 400 heures par an par prestataire, collectivité, etc. Vous devez faire des plans de prévention euh, d'autant plus valables. Alors, c'était déjà obligatoire avant, hein, je ne vous le cache pas, mais c'est d'autant plus valable avec la période Covid, hein, parce que là, c'est purement juridique. Alors, c'est juridique et de prévention du travail, hein. On pense toujours au juridique, mais c'est aussi protéger l'ensemble des employés d'un site et accessoirement juridique.
vous mettez en place les mesures générales. Pendant l'événement, vous menez les actions préventives, vous appliquez les procédures. En cas de suspicion de contagion, hein, on voit durant la formation quels sont les principes à mettre en place en cas de suspicion. Et puis, vous effectuez régulièrement un bilan de l'application des procédures de sécurité sanitaire que vous avez mis en place ou que vous suivez. Et après l'événement, s'appuyer sur les retours d'expérience pour l'amélioration continue des mesures sanitaires, c'est très, très important. C'est vraiment de se dire, bien, et puis ne faites pas non plus une usine à gaz hein, dans vos procédures. C'est des choses très simples, pragmatiques et qui sont comprises par tous. Hein. Si vous mettez 200 contraintes, il y en a 10 qui vont être faites et ça se trouve, il n'y en a que 10 qui sont réellement utiles. Pour vous aider tout au moins sur la partie prévention du travail, faites appel à un IPRP externe, c'est un intervenant en prévention des risques, c'est un prestataire. Alors, il peut être interne, mais c'est très rare, mais c'est surtout un intervenant extérieur. Faites appel à lui, il va vous régler un peu toutes ces problématiques de travail, de code du travail et de choses liées au travail. Pour le public, ce n'est pas son métier. Donc voilà, c'est pour ça que le référent sanitaire doit avoir cette vision très, très, très large. En conclusion, préparer, c'est analyser vos risques. Prévenir, ce sont toutes les mesures à prendre. Maîtriser, c'est les mises en action. Hein, et analyser, c'est vos retours d'expérience. Les retours d'expérience, c'est ce qu'on fait aussi durant la formation, c'est que des personnes nous expliquent un peu ce qu'elles ont vécu et c'est le cas également lors des séances de visio que je peux avoir toutes les semaines avec les différents stagiaires pour leur répondre sur ce qu'ils ont vécu sur place, sur ce qu'ils ont vu, et comme ça on avance sur les meilleures pratiques à mettre en place sur vos sites ou sur vos événements. Des règles de sécurité, c'est vraiment des règles pour la sécurité de tous, c'est avoir conscience des conséquences humaines, morales, économiques et juridiques des choix pris. C'est extrêmement important. On parle de conséquences morales. Hein. Aujourd'hui, c'est le risque psychosocial, tous les risques psychosociaux. Mais c'est pour ça que votre analyse de risque, elle doit être faite. Alors, passez pas 2 jours. Hein. Je sais que la plupart, vous êtes des petites structures, mais c'est important d'avoir conscience de ce qu'on met en place et pourquoi on le fait. À partir du moment où vous avez conscience de ça, eh bien, effectivement, vous pouvez prendre des décisions, soit les mettre en place en toute connaissance de cause et vous vous dites: «Bah, oui, je ne les mets pas en place parce que moi, j'estime que le risque, il est très faible, mais par contre, je les mets en place parce que là, j'ai un risque juridique ou économique», hein, parce que tout ça, ça va ensemble, qui peut être important. Mais je peux aussi avoir un risque humain. Imaginez, quand on parle de prévention au travail, hein, un incident grave lors d'un montage ou sur un événement d'un des personnels, je peux vous assurer qu'il n'y a pas que l'économique ou le juridique qui vont compter, il y a l'humain aussi. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Connaître les règles, nul n'est censé ignorer la loi et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation parce que l'été dernier, on s'est aperçu par des échanges et pour avoir été sur des événements que des mesures Covid avaient été prises dans le débit des bons sens et puis en faisant abstraction de toutes les autres réglementations. Alors oui, effectivement, en France, on a un certain nombre de réglementations, mais ne vous focalisez pas sur un risque. Aujourd'hui, c'est le Covid. Demain, ça reviendra sur un risque de sûreté. Après-demain, ça sera, je ne le souhaite pas, mais le feu dans un établissement. Et puis là, on reparlera de sécurité incendie, sachant qu'aujourd'hui, la sûreté et la sécurité sont opposées. Il y en a un qui veut faire sortir les gens et l'autre qui veut les contenir à l'intérieur. Eh bien, le Covid a d'autres impératifs. Donc, tout le monde se tire un peu la bourre. Et donc, c'est pour ça que vous devez connaître l'ensemble de ces règles qui régissent au moins en avoir connaissance, pas une expertise et pas connaître les textes par cœur, mais en avoir une connaissance pour vous dire effectivement, il y a des choses à connaître et à savoir pour pouvoir prendre la bonne décision.
ne pensez pas, et le dernier point, et après je m'arrête et je passe aux questions, j'étais un peu long, mais très difficile en 1 heure de tout faire. Ne pensez pas sanctions, mais conséquences pour vous et pour les autres. C'est extrêmement important. Je prends quelques exemples ici. L'absence de documents uniques d'évaluation des risques, ça peut être, c'est un document extrêmement long à faire, très intéressant, mais extrêmement long. Je suis peut-être un peu hypocrite là sur le très intéressant. C'est pas du tout intéressant, mais en tout cas, c'est pour la protection des employeurs, des employés, c'est extrêmement important. Et puis, c'est extrêmement important juridiquement pour l'employeur parce que en l'absence de documents uniques, au-delà de l'amende, en cas d'incident, c'est la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise. C'est le défaut des obligations de sécurité et de formation du personnel dans un ERP. Eh bien, j'ai mis un exemple d'une jurisprudence qui est passée pour l'accident, l'explosion mortelle au Palais des Sports de Paris. On en a un autre exemple encore beaucoup plus récent qui est Marseille, même si le procès n'est pas fini. Aujourd'hui, la productrice a écopé de 2 ans de prison avec sursis et une interdiction d'exercer. Pourtant, ce n'est pas elle qui a monté l'échafaudage. Mais voilà, il y a une cascade de responsabilités. Et le non-respect d'une réglementation et de contrats d'assurance, ça peut être un refus d'indemnisation. Donc, si vous ne respectez pas certaines règles, certains codes, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir la meilleure prime d'assurance du monde. Eh bien, les assurances chercheront toujours, et par expérience, à vous chercher la petite bête et donc à refuser de vous indemniser. Donc, voilà toutes les conséquences. Donc, je répète, ne pensez pas aux sanctions. Les sanctions, lorsqu'on parle d'amende et de peine de prison, ce sont toujours des maximums et c'est du pénal. Pensez à toutes les actions en civil qui peuvent avoir comme conséquences derrière et qui peuvent être beaucoup plus lourdes. Et puis, voilà, je termine par une petite pub, mais faites-vous accompagner et faites-vous aider. On est là, Stadium Co a créé heu, une un un une solution, hein, qui s'appelle Solution Covid pour l'événementiel. Dedans, on y retrouve toutes les formations qu'on a créées, entre autres la formation Covid, le référent Covid pour les cadres, du conseil. On ouvre parce qu'on avait un certain nombre de demandes. Aujourd'hui, on est à peu près on arrive presque à 300 personnes, 300 professionnels formés au sein, en tant que référent sanitaire. Et donc, on a ouvert 2 choses parce que j'avais des demandes. Donc on ouvre un store dans quelques jours qui va vous permettre de retrouver tout un tas de choses sur le store, entre autres des sociétés de conseil, mais aussi du matériel ou des équipements qu'on a nous référencés. C'est-à-dire on a fait un tri et on a contacté les prestataires pour voir ce qu'il en était. Et on n'a pas tout testé, mais en tout cas on s'est assuré d'avoir des prestataires de confiance. Et puis le dernier point, c'est que tous ceux qui suivent cette formation avec nous, ils vont être référencés sur cette plateforme de manière à ce qu'aujourd'hui, des organisateurs qui cherchent un référent sanitaire puissent en trouver un assez facilement. Effectivement, là, les gens y pensent. Il y a quelques événements qui s'annulent, mais il y a surtout beaucoup de petits événements qui auront lieu cet été. Et donc, de ce fait, les gens pourront trouver. Nous, parce que c'est pas que j'ai du temps à revendre, hein, mais j'ai quelques appels et qu'aujourd'hui, voilà, on va essayer d'automatiser un peu les choses parce que, et puis mettre en avant les personnes qui ont fait le stage et au moins qui ont suivi cette formation. Je répète, la formation n'est pas obligatoire, c'est vraiment un complément. En plus, nous, on a vraiment voulu faire un acte de solidarité avec cette formation cadre parce que les EPCO, au mois de novembre, décembre, ne finançaient plus. Ils n'avaient plus d'argent. Donc, on a dit, bah non, on va faire un acte de solidarité, puis on va faire l'acte de vous payer ce que vous pouvez. On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, y compris les sociétés. Donc, notre objectif, c'était que tout le monde puisse avoir accès à cette formation et puisse se former, avoir la bonne information au bon moment et surtout puisse, au moment de la reprise, eh bien, accéder au marché de l'emploi parce que je reste persuadé que les événements qui vont avoir lieu
vont demander, vont rechercher des référents Covid. On n'est pas référent Covid parce qu'on regarde BFM TV toute la journée. Il y a, comme vous l'avez vu, un certain nombre de réglementations à connaître et sur lesquelles se référer. Et donc, vous devez avoir ces notions ou ces connaissances pour pouvoir être référent Covid et se porter comme tel. Voilà. Eh bien, je vais répondre. Alors, vous pouvez activer, je vais répondre à 2-3 questions qu'on m'apporte. Je vais arrêter. Voilà. Et puis, on peut aussi le faire de manière, si des gens veulent parler. Alors, comment savez-vous que votre formation est à jour par rapport au changement hebdomadaire des restrictions et recommandés? Eh bien, on s'informe. Pour être à jour, on s'informe. Et effectivement, on l'a mis à jour très régulièrement. Hein. Moi, je m'informe parce que aussi on fait des protocoles sanitaires assez souvent. J'en fais actuellement un pour un événement. Et donc, effectivement, on s'informe et on change. On essaye de changer les documents qu'on a sur la formation, sachant que cette formation, elle n'a pas d'objectif, elle a un objectif de méthode. On vous donne la méthode pour aller chercher l'information parce que la formation qu'on a créée en octobre, on n'allait pas s'amuser à refaire la totalité des vidéos. Hein, il y a 8 heures de vidéos, mais c'est de vous donner une méthode. Il y a des bases qui vont rester pendant longtemps et c'est d'aller rechercher la bonne méthode. L'élément qui est purement à jour, c'est le tableau qu'on vous met à disposition. Équiper le public, ça veut dire fournir du gel hydroalcoolique ou également des masques. Non, vous n'avez pas d'obligation voilà, mettre du gel hydroalcoolique, effectivement, là où vous n'avez pas de point d'eau. Je vous rappelle quand même que le gel hydroalcoolique, c'est là où il n'y a pas d'eau, où on ne peut pas se laver les mains. Mais à partir du moment où vous avez dans les toilettes un distributeur de savon et qu'il est rempli, ça c'est la petite boutade, mais encore faut-il qu'il soit rempli de savon. Mais vous avez de l'eau et du savon, n'allez pas rajouter une borne de gel hydroalcoolique dans les toilettes. Ça sert strictement à rien. Donc, mettez-le là où vous avez des points de contact et surtout, principalement aux entrées, à différents points de contact. Nettoyez régulièrement vos points de contact. Ça ne veut pas dire à chaque utilisation, mais effectivement, voilà, mettez à disposition un certain nombre d'outils. Les masques, prévoyez, alors là, c'est plutôt de l'expérience client, c'est-à-dire prévoyez des masques à disposition, soit vous les vendez, vous pouvez les vendre, mais à partir du moment où voilà, vous les mettez, vous en mettez à vendre, vous en avez et vous pouvez les mettre. Après que vous en ayez un petit stock pour dépanner, ça veut dire c'est de l'expérience client. Par contre, non, vous n'avez pas à fournir les masques. Bon, aujourd'hui, ça y est, je pense que c'est rentré dans les mœurs. Là où il faudra se méfier, c'est à la reprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence à avoir des gens qui ont la réflexion inverse, c'est-à-dire qu'ils se disent moi, je suis vacciné, donc j'ai plus à porter de masque. Donc là, ça sera une pédagogie parce que pour le moment, ils auront l'obligation de ça. Si vous l'avez dans votre règlement intérieur et que vous l'imposez, eh bien, il faudra être intelligent par rapport à ça. Mais vous n'avez absolument pas obligation pour le public, alors pour le public, de mettre à disposition des masques. Par contre, pour votre personnel, vous avez l'obligation de mettre à disposition gratuitement des masques. Et puis la dernière, la contrainte du test négatif reste en vigueur. Comment alléger cela? Là, par contre, j'ai pas de... je ne sais pas si la personne qui a posé cette question peut m'aiguiller, parce que je ne sais pas. Oui, oui, bonjour. Bertrand Chandouineau. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends, Bertrand. Bon. Oui. Alors, moi, je travaille effectivement au développement de centres de dépistage pour une société qui est en train d'en mettre en place un peu partout en Europe. Et nous sommes confrontés et on a été contacté par Accor Arena et puis par le festival Wheel of Green
pour la mise en place de centres de dépistage, de tests à l'entrée des lieux de déroulement d'événements culturels et sportifs. Si vous voulez, notre problématique maintenant, c'est d'apporter effectivement à vos événements des capacités à faire rentrer du public euh, dans vos stadiums, dans vos stades et dans vos événements, enfin dans vos lieux de concert et autres événements culturels, qui soient testés négatifs, et pas seulement le public d'ailleurs, c'est aussi bien pour le personnel que c'est utile. Et cette contrainte-là, ma question, elle est comment est-ce que vous la gérez? Est-ce que vous suggérez qu'il faut que les gens arrivent avec un test négatif effectué à l'avance, par ailleurs? Ou est-ce que le principe de les tester sur place entre, grosso modo, 12 heures avant l'événement et le début de l'événement, eh bien, ça vous semble être une solution adaptable? Voilà. Moi, je vais répondre de mon point de vue. Si d'autres veulent répondre derrière, il n'y a aucun souci. C'est une vraie réflexion que j'ai eue et que nous avons eue, en l'occurrence avec deux autres personnes, pour ne pas les citer, je vais les citer quand même, Olivier du Zénith et puis Guillaume de l'Accor, ex-Accor Hotel Arena, sur lors de la sortie lors du test de Barcelone. Parce que voilà, on peut être pour, on peut être contre, sauf que nous, on s'est posé sur des problématiques purement logistiques et pratiques. C'est comment faire pour tester, et on le voit aujourd'hui, hein, j'ai revu le dernier test de Barcelone, il y a quelques jours, à 5000 personnes, où effectivement, ils ont testé les gens quasiment sur place, 1 heure avant ou plusieurs heures avant d'ailleurs, pour ensuite les faire rentrer. Se posent deux choses sur cette question, plusieurs choses sur cette question. Test, why not? Aujourd'hui, on parle du pass sanitaire, qui est, à mon sens, une bonne solution, dans le sens où il n'y a pas de rupture d'égalité, parce que ce pass sanitaire tel qu'il est envisagé, tout au moins les infos que j'en ai, c'est on y voit un certain nombre de choses à l'intérieur, le vaccin, le test PCR et éventuellement le test sérologique. Ce qui permet de ne pas avoir de rupture d'égalité entre une personne qui ne veut pas se faire vacciner, à juste titre, et puis une autre qui a eu le Covid, qui a encore des anticorps et qui, finalement, va pas se taper à chaque fois qu'il va à un événement un test PCR, parce que, il ne peut pas se faire vacciner parce que pour le moment, il a encore des anticorps, et puis de l'autre, il ne va pas se taper un test PCR à chaque fois. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, logistiquement, accueillir 1000, même déjà, je sais pas, même dans un petit théâtre, un théâtre à 300, on n'a pas la même infrastructure, c'est souvent sur la rue, et on ne voit pas comment on pourrait faire des tests juste avant un événement. Donc se pose ensuite la question de, oui, effectivement, les faire avant. Il faut les faire avant, mais il faut un traçage. Aujourd'hui, des solutions existent, certainement la vôtre. Oui, il y a la solution de Barcelone qui avait cette solution-là aussi. Mais les labos ne sont pas prêts. Alors, l'État français a demandé à l'ensemble des labos de se mettre à la page pour faire ressortir. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on a travaillé sur une application pour pouvoir accueillir les gens et régler ces problématiques logistiques. Mais on s'aperçoit que les labos, pour avoir un test PCR, il existe quasiment autant d'attestations de tests PCR que de laboratoires en France. Ça veut dire presque plusieurs milliers. Donc, notre solution était compliquée. Et puis que les labos ne sont pas prêts encore, on leur a demandé de s'activer pour justement accéder au pass sanitaire. Donc, comment avoir ces éléments-là? Et ensuite, se pose la question de, effectivement, une fois qu'on a le pass sanitaire, comment être sûr que la personne qui nous présente un pass sanitaire soit bien la personne qui a fait le test? Aujourd'hui, c'est une vraie problématique, parce que qu'est-ce que ça va nous donner sur les sites? Ça va nous donner qu'on va arriver avec son téléphone
ou le pass vert, comme ils l'appellent aujourd'hui, le certificat vert, et qu'il va falloir le contrôler avec une pièce d'identité. Eh ben, moi, par expérience, et ma petite copine qui est là, Kat, on l'a fait sur un concert de Rammstein, où il fallait qu'on contrôle des billets avec des pièces d'identité. Bah, on n'a pas fait les 40 000, hein. On en a fait 1 000, hein. Parce que aller dire à un agent qui retrouve la bonne information sur un pass sanitaire, sur un ordinateur ou sur une feuille, et ensuite qui contrôle l'attestation, d'une part, on va démultiplier le nombre d'agents, et puis on va faire une queue monstre. Et qui dit queue monstre dit tout l'inverse de ce qu'on veut en termes de gestion de flux. Et puis, je ne vous parle même pas du côté sûreté. Donc, ça pose des soucis, on va dire, pratiques et logistiques, qui peuvent être réglés. On est encore en train de travailler, nous, sur une appli. Certains réfléchissent aussi, de manière à pouvoir contrôler au moins l'identité de certaines choses assez rapidement pour pouvoir gérer ça. Et après, ça nécessite d'avoir... Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit on a une loi qui nous dit que pour rentrer dans un établissement public, dans un ERP, hein, et la notion peut-être que des gens ne savent pas, mais un ERP, un établissement recevant du public, c'est la fin de la journée, là, de la matinée. C'est du public, c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui ne travaillent pas à l'intérieur, et qui n'ont pas qui ne travaillent pas. Donc, votre salle de spectacle ou votre stade, vous êtes un ERP. Donc, dans tous les ERP, vous avez deux choix. Soit il y a une loi qui régit cette chose-là, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. Et peut-être qu'avec le pass sanitaire, mais je doute, parce que vu la polémique déjà, rien qu'avec l'attestation tous anti-Covid, ça va être l'application tous anti-Covid, c'est un peu le bordel. Par contre, un établissement public, un établissement privé comme le nôtre, même si certains juristes disent qu'il y a une problématique constitutionnelle, un établissement privé peut, dans son règlement intérieur et par le biais de ses CGV, parce que lorsqu'on achète un billet, on signe automatiquement euh, avec le règlement intérieur en vigueur à la date de l'événement, eh bien, si vous mettez dans votre règlement intérieur que pour accéder à votre site, il faut être testé ou avoir ou un certificat de vaccination, ou que votre passe sanitaire vous autorise à pouvoir accéder à votre événement, eh bien là, oui, vous êtes tranquille, on peut mettre en place cette chose-là. Mais c'est deux choses, c'est légalisé, autorisé par l'État et légalisé, ce que je doute, ce qu'ils font pour les aéroports, mais ce que je doute, et ou par un établissement privé, et donc là, vous changez votre règlement intérieur. Je peux, au même titre, je peux imposer dans mon établissement privé que toute personne venant chez moi ait un chapeau de clown et des baskets rouges, si j'en ai envie, à partir du moment où la personne a signé des conditions générales de vente qui sont liées à mon règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, c'est indiqué. Donc, oui, effectivement, ça serait une bonne chose pour pouvoir reprendre. Comme je le disais tout à l'heure, attention aux contraintes, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on est dans l'euphorie. L'ensemble des professionnels et l'ensemble du public est prêt à se soumettre, ou presque prêt à se soumettre à plein de contraintes pour pouvoir ressortir. Attention aux contraintes qu'on va continuer à leur mettre dans quelques mois, quelques semaines, parce que là, on risquerait d'avoir l'effet inverse, et donc de ne plus avoir de public dans nos événements. Donc oui, c'est une bonne chose pour pouvoir reprendre. Attention au côté logistique et vraiment et purement opérationnel, parce que ça a d'autres contraintes et des notions de responsabilité. Mais c'est forcément quelque chose à faire. Attention aussi, il y a une vraie problématique juridique sur cette question des tests, parce que légalement, alors autant pour le public, c'est lié au règlement intérieur, conditions générales de vente et règlement intérieur, hein, le consentement, le fameux consentement qu'on retrouve en RGPD, mais le Code du travail, lui, par contre, est beaucoup plus contraignant. Ça veut dire que vous ne pourrez pas imposer, sauf si c'est légiféré,
mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de se faire tester. Là où je vois tous les clubs aujourd'hui imposer aux sportifs, au staff, à la première bulle, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais par contre, ce n'est pas réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un du staff refuse de le faire, bah, vous pouvez l'empêcher de venir dans votre bulle. Par contre, si vous lui refusez de travailler, vous êtes obligé de le payer. Donc là où aujourd'hui, on pourrait éventuellement imposer les tests ou certaines règles au public, vous ne pourrez pas les imposer en tant que telles à votre personnel. Les prestataires, c'est un peu différent, parce que vous n'êtes pas, on joue un peu sur les choses, mais le prestataire, vous n'êtes pas, lorsque vous faites appel à un prestataire, ce n'est pas vous qui êtes, qui avez le personnel de ce prestataire. Donc c'est débrouille-toi avec ton personnel et moi, je me débrouille avec les miens. Mais moi, je t'impose à toi, prestataire, que l'ensemble de ton public, l'ensemble de ton personnel soit testé contractuellement. Bon, charge à lui de se débrouiller avec son personnel, de sélectionner avec des gens qui accepteraient de se faire tester pour pouvoir travailler à l'événement. Mais pour du personnel permanent, et je parle des clubs ou des salles de spectacle, si du personnel permanent ne souhaite pas se faire vacciner, ne souhaite pas se faire tester, eh bien, vous pouvez les refuser, mais vous serez obligé de les payer. Donc là, c'est un vrai problème juridique. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Et, pardonnez-moi, si ouais, vous m'accordez juste une pas de souci. toute petite conclusion. Bon, aujourd'hui, il existe, on est en train de mettre en place des systèmes qui sont liés à la billetterie, de manière à ce qu'une personne qui achète son billet reçoive un QR code qui est à la fois une attestation de test lorsqu'il est dépisté ou testé par une entité qui se trouve effectivement, qui est liée non pas contractuellement, mais qui est lié à la production de l'événement, on peut avoir des liens entre la billetterie et le résultat du test, et même le paiement du test, hein, quand paiement il y aura, parce qu'on est en train de se dire que tôt ou tard, la sécurité sociale arrêtera sans doute de payer des tests de confort pour des gens qui vont se faire tester juste pour aller au spectacle. Et ça, c'est une autre étape éventuellement. Ceci dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les contraintes doivent être évaluées de façon extrêmement précise pour ne pas faire reculer vos spectateurs qui ne viendraient plus parce que trop de contraintes. Le fait de ne pas, de savoir, si vous voulez, qu'il y a que des gens qui ont été testés négatifs dans les 72 heures dans une salle, peut au contraire faire en sorte que les gens se sentent mieux protégés et donc, du coup, adhèrent un peu plus ou un peu mieux, si vous voulez, à la contrainte en question. Mais, une fois de plus, voilà, c'est à la production de l'événement de le savoir. Oui, mais Voilà. je suis le premier, où j'ai été un des premiers à le défendre lorsqu'il y avait les notions de sûreté, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la lassitude, moi, justement, à la différence de tout ce qui, de n'importe quel directeur sécurité, bah, non, pas de n'importe quel, mais de certains, c'est que je disais tout à l'heure, la sécurité, alors je parle de sécurité globale, ne doit pas être un champignon qu'on met sur un truc. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité doit être inclue dans le parcours client. Et quand on parle Covid, allez, je vous mets un billet de 100 que si dans 2 mois, après réouverture, après l'été, quand les choses vont être revues, que tout le monde va réclamer d'alléger les procédures, que tous les professionnels vont réclamer d'alléger les procédures, parce qu'on aura des contraintes qui seront beaucoup trop fortes et que, par exemple, je vous prends la contrainte aujourd'hui, on dit parce que les contraintes sont trop fortes, on ne peut pas ouvrir les buvettes et les points de restauration, voire même les points de merch. Ce sont des sources de financement extrêmement importants pour les clubs, pour les structures, mais au-delà d'être un point de financement, c'est que c'est un point de confort pour le client.
enlever un vestiaire d'un salon. C'est un point de confort pour les visiteurs. Imposer, mais à l'inverse, oui, effectivement, je suis d'accord que on va être content de venir dans un univers sécurisé. À l'inverse, en sûreté, si demain, c'est vraiment une vraie réflexion globale, mais si demain j'enlève mes palpations à l'entrée d'un événement, palpation qui a une efficacité, somme toute, très limitée, eh bien, et que je sais pas, je trouvais un autre système, mais complètement invisible, mais beaucoup plus efficace, on me dirait, je viens dans un événement qui n'est pas sécurisé. Et donc, effectivement, la sensation du public serait inverse. Moi, je dis juste que méfions-nous de... je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que méfions-nous de ce qui va venir derrière, c'est-à-dire des contraintes que l'on met et qui vont, par la crise économique, alors on mettra peut-être ça sur le dos de la crise économique, mais qui, effectivement, on aura moins d'argent pour aller au spectacle ou au match, et que on se dit que ça fait 1 an qu'on est enfermé, qu'on n'y va pas, et que regarder un match à la télé avec sa bière et ses potes, c'est peut-être mieux que d'aller s'ennuyer, à aller faire un test PCR qui, par ailleurs, va nous coûter plus cher, et ensuite avoir toutes les contraintes de contrôle qui seront mises en place. Je dis juste ça. C'est pas que... Moi, je suis favorable, et 200 fois favorable, à ce que la reprise se fasse par ce biais-là. Maintenant, voilà, comme vous le dites, à un moment donné, il va falloir qu'on paye les tests. Ça, c'est une... Et je me pose juste la question en se disant, attention que les contraintes ne soient pas à l'inverse. Moi, je pense expérience spectateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Je sais pas, il y a plein de choses qui empêchent les gens. Je travaille sur le sujet et donc je dis qu'il y a plein de choses. L'expérience spectateur, elle part du moment où la personne, elle ouvre son PC pour aller sur le site et réserver un billet. Et l'expérience, elle suit dans le transport, dans l'accueil, dans plein de choses. Donc, si on lui a déjà ajouté à ce spectateur des contraintes en matière de sûreté, certes, il est rassuré, mais si en plus on lui rajoute des contraintes, là pour le moment, il n'a pas le choix, en sanitaire, à un moment, on dégrade largement. Et si en plus on dégrade largement parce qu'il ne pourra pas laisser son manteau, parce qu'il est obligé de faire un test, parce que bon, on n'aura plus personne dans nos salles. Donc il faudra trouver d'autres éléments. Alors j'avais la formation est-elle une méthode qui sera potentiellement adaptable et applicable à d'autres risques sanitaires que le Covid? Oui, on verra quel autre risque sanitaire, mais oui, c'est une méthode pour trouver de l'information, et l'information, elle découlera toujours du même niveau, tout au moins au niveau autorité et État. Et effectivement, quelle que soit la crise, au moins sanitaire, voilà, on aura toujours un peu la même état. Après, le virus sera certainement... là, aujourd'hui, c'est un virus respiratoire. Demain, ça pourra être un autre type de virus et donc un autre style de contamination. Je ne le souhaite pas, mais on saura. Ce qui est sûr, c'est que ce que je dis depuis un moment, depuis le début de la crise, c'est qu'aujourd'hui, un service de sécurité, on parle de service 4S, santé, sécurité, sûreté, secours. Aujourd'hui, on y rajoute le sanitaire. Pourquoi? Parce que l'aspect sanitaire, ça regroupe le public et le personnel, et que ça a des conséquences, comme vous pouvez le voir, un peu différentes, avec des mesures à prendre particulières. Donc aujourd'hui, on parlera plus, ça c'est pour les grands événements où souvent on parle de service 4S, maintenant on parlera de service 5S, santé, secours, sûreté, sanitaire et santé, et sécurité, sécurité incendie. Est-ce que certains ont d'autres questions, des remarques, des objections? N'hésitez pas, vous activez votre micro.
Il n'y a plus de questions dans le... Eh bien voilà, s'il n'y a plus de questions, moi en tout cas, je reste disponible. Vous avez... Excusez-moi, Sylvia. Ouais. J'avais juste une dernière question qui concernait les assurances. Je vais me rapprocher aussi de mon service juridique, hein, à la Fédé d'athlée, mais je voulais savoir s'il fallait prévoir des augmentations liées au coût des assurances par rapport à la situation sanitaire, notamment en cas d'annulation, etc. Alors, je pense que c'est très lié à l'assurance qu'on a, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose une tendance qui se dégage par rapport à ça? Alors, la chose qui est sûre, tout au moins, c'est l'info que j'en avais il y a quelques... Elle a peut-être changé, hein, parce que tout évolue effectivement. Donc là, j'ai peut-être pas... Je ne suis pas dans le sein des saints des assurances, mais en tout cas, celle que j'avais il y a quelques jours ou quelques semaines, hein, c'est que déjà, les assurances n'assurent plus l'annulation. Ça, c'est déjà la première chose. Et que dans les futurs contrats d'annulation, ce risque-là ne sera absolument plus couvert. Ça, il y a très fortes chances. Donc ce risque-là, non. Dans les autres primes d'assurance, votre prime d'assurance responsabilité civile, peut-être qu'elle aura des conséquences parce qu'il y a forcément un risque supplémentaire. Par contre, elle va être diluée, hein, dans tous vos... Je ne peux pas vous répondre sur l'augmentation, en tout cas, du coût des assurances. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, pour ce type, pour le risque pandémique, pour le risque de Covid, en tout cas, il n'y a plus d'assurance qui couvre aujourd'hui. Alors, d'autant plus, et l'autre info, c'est qu'il était d'autant plus très difficile de trouver aujourd'hui un courtier, un assureur pour notre secteur d'activité, pour tout ce qui était événementiel, qu'il soit sportif d'ailleurs, ou culturel ou corporate, mais il en existe, hein. Moi, j'attends toujours, vous voyez, rien que pour mon entreprise, j'ai fait 2 demandes pour toi des courtiers spécialisés, j'attends toujours leur réponse. Donc, voilà, ça sera un vrai sujet dans un avenir proche. Pareil, c'est quelque chose, c'est une notion que je vous dirais que j'ai découvert il y a 1 an et demi. Ces questions d'assurance et qui sont à développer parce qu'on ne lit pas assez nos contrats d'assurance. Alors moi, j'en ai fait les frais dans une autre vie parce que l'assurance ne va pas rembourser parce que je n'avais pas, pour vous dire, fait ramener ma hotte de cheminée de cuisine un jour avant l'incident que j'ai eu, qui n'avait rien à voir d'ailleurs, mais parce que je n'avais pas respecté cette obligation d'assurance, mon sinistre n'a pas été remboursé. Bon, il aurait fallu que j'attaque, etc. Mais ça prend du temps. Donc voilà, les contrats d'assurance doivent se lire. On peut tout y mettre dans les assurances et surtout bien regarder les exclusions parce que ça peut vous coûter cher. Donc c'est un vrai sujet. D'accord, ok, ça marche. Bon, merci. Avez-vous d'autres questions? Et sinon, comme aux enchères. Sinon, je vous souhaite à tous, j'espère que celle-ci, cette formation, il est toujours difficile de tout condenser en 1 heure parce qu'il y a énormément de choses à dire et qu'en 1 heure, c'est pas suffisant. Et puis que ça nécessite aussi des échanges et des réflexions qui peuvent être plus longs. On refera, je pense, je referai au fur et à mesure, surtout avec les modifications qu'on risque d'avoir dans les prochains jours, ou plutôt prochaines semaines, avec la reprise. Il y aura une refonte sur la formation. Et puis, on fera aussi un petit webinaire pour vous donner les dernières infos que nous suivons de manière quasiment quotidienne sur tous les secteurs. Eh bien, à bientôt et bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi.